Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des batailles de l'histoire consacré à Mossoul. Alors tout d'abord un grand merci pour tous vos messages, vos commentaires et vos likes par rapport à l'épisode précédent. Un épisode où nous avions vu comment l'armée irakienne a appliqué son plan qui consistait à encercler la vieille ville afin de l'assiéger et d'y achever la bataille de Mossoul. Nous avions vu que pour cela, l'ISF avait ouvert début mai un front nord afin de faciliter la progression du CTS dans les quartiers situés à l'ouest, et après une période en effet d'accélération de cette avance, nous nous étions arrêtés au moment où les soldats irakiens s'en prenaient au dernier quartier, en dehors du vieux Mossoul, encore contrôlé par Daesh. Alors je rappelle qu'à ce moment-là, le gouvernement irakien s'était mis en tête de libérer Mossoul avant le Ramadan, c'est-à-dire le 27 mai. Nous verrons donc si, durant ces 30 prochains jours, l'armée irakienne parviendra à réduire ces derniers quartiers et à achever enfin cette bataille de Mossoul. Alors, on a une première période qui s'étend du mercredi 16 au lundi 22 mai, durant laquelle l'armée irakienne va s'emparer de toute cette partie que vous voyez ici, qui est située au nord de la route principale, reliant l'autoroute 1 au 3e pont. Il s'agit donc des quartiers du 17 Tammuz, celui de Al-Najjar, on a également Roufaï, alors j'ai aussi vu l'écriture Rifai, et puis Raoshan. Alors, le 16 mai, les principaux combats ont lieu dans le quartier du 17 Tammuz ainsi que dans celui de Rifai et la bordure sud de la vieille ville. À la fin de la journée, la police fédérale affirme contrôler 80% du quartier 17 Tammuz. Mais alors là, il y a un problème, parce que la police fédérale avait déjà annoncé le contrôle total du quartier le 13 mai dernier. Et là, ça m'amène à vous expliquer une sale manie de l'armée irakienne qui est d'annoncer de façon assez présomptueuse le contrôle de quartier qui ne l'est pas dans les faits. Alors, vous avez cet exemple du 17 Tammuz qui ne sera pas le seul exemple, on en verra de nombreux autres. Parfois, certains quartiers qui sont annoncés libérés 3 fois de suite à des jours différents. Alors, pourquoi est-ce que l'armée irakienne fait ça ? Parce qu'on est tout simplement dans une bataille de Mossoul qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc, pour calmer les opinions publiques, vous avez une logique de propagande qui consiste à annoncer chaque jour des récits de victoire, des progrès, et parfois, eh bien, on force le trait et on annonce la libération de quartiers qui ne le sont pas dans la réalité. Alors durant la journée, des tracts ont été largués sur Mossoul-Ouest, demandant aux gens de surtout ne pas se déplacer en voiture ou en moto pour ne pas être ciblés par l'armée. Alors le 17 mai, c'est au tour du quartier de Rifai d'être déclaré libre, alors qui aurait été reconquis par le CTS. Mais la journée a surtout été marquée par cette vidéo, qui représente un bulldozer qui s'interpose face à une voiture Vébide et qui ainsi permet de la stopper et de limiter les effets de l'explosion grâce à sa pelle avant. Alors ça me permet d'aborder le rôle très important que jouent ces bulldozers, qui, grâce à eux, peuvent démolir les tranchées établies par l'État islamique, mais en même temps d'en creuser, de bloquer les accès, de les débloquer, et c'est la raison pour laquelle ces bulldozers sont souvent pris pour cible par les djihadistes. Alors, vous avez ici la photographie du conducteur en question, et qui semble se porter plutôt bien. Il n'empêche que durant la journée, on a 3 soldats irakiens qui ont été tués dans ce quartier par un kamikaze. 4 policiers et 3 hommes du CTS ont été tués à Oureibi, dans le quartier d'Oureibi, par 2 attaques à la voiture piégée. Alors dans la même journée, vous avez des combats dans la vieille ville, alors notamment à Bab al-Toub, à Bab al-Jadid, également dans d'autres quartiers tels que Sia et Sinjali. Alors 20 djihadistes auraient été tués durant les combats de la journée, je dis bien auraient, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le 18 mai, c'est le CTS qui entre dans le quartier de Al-Najjar et qui s'empare de la moitié nord de celui-ci. Le 19 mai, le CTS s'empare du quartier de Rouchad, qui est encastré entre un cimetière, l'autoroute 1 et ce carrefour routier. Et la grosse blague de la journée, c'est lorsque la 9e division blindée déclare libérer la partie nord du quartier Tammuz 17. Alors pourquoi la grosse blague ? Parce que ce quartier avait déjà été déclaré sous contrôle
une première fois le 16 mai, et puis même une seconde fois encore plus tôt. Donc voilà, je vous avais expliqué hein, les raisons de ces quartiers qui sont déclarés libérés plusieurs fois de suite. Alors durant la journée, on a des combats également à Najjar et à Rifai, où l'État islamique lance des attaques, et selon l'armée irakienne, il y aurait 20 véhicules piégés qui auraient été détruits et 12 djihadistes tués. Les 20 et 21 mai sont des journées sanglantes. 17 soldats irakiens ont été tués dans 4 attaques suicides. Et le quartier Tammuz 17 est déclaré encore une fois libéré, mais cette fois-ci par l'ERD et la police fédérale. Le 22 mai, l'armée irakienne annonce que le CTS a capturé le district d'Al-Najjar avec son hôtel qui est situé dans la partie sud. Ce qui veut dire que même s'il y a des combats encore à Rifai, eh bien les djihadistes ont été expulsés de toute cette zone qui est située au nord de la route. Dès lors, il ne leur reste plus qu'une toute petite partie de Mossoul qui est constituée de la vieille ville et des quartiers de Shifa, de Sia, de Bab al-Sinjar et de Zinjali. À partir de ce moment, et ce pour quelques jours, eh bien on assiste à une pause dans les opérations. Il y a toujours quelques affrontements, hein, mais il s'agit désormais de consolider l'avance et surtout de préparer l'attaque finale contre ce dernier carré djihadiste. L'armée irakienne se réapprovisionne, amène des renforts, et d'ailleurs le 23 mai, les ingénieurs militaires ont installé un nouveau pont à travers le Tigre dans le quartier de Hawi Kanissa pour permettre le déploiement de renforts. Le porte-parole de la division d'or, Sabah al-Nouman, annonce que ses forces, ayant capturé toutes les zones qui lui avaient été assignées, attendaient de nouveaux ordres pour des prochaines interventions. Alors il n'a pas dû attendre très longtemps, hein, puisque le 25 mai, le Premier ministre Haider Abadi fait appel à la division d'or pour aider à prendre le reste de la ville. Alors selon le colonel Patrick Work, qui commande la 2e brigade de la 82e division aéroportée américaine et qui conseille l'armée irakienne dans la bataille, lorsque les dernières parties de la ville seraient atteintes, eh bien c'est là que l'on va retrouver les combats les plus durs. On va même pouvoir faire un bilan plus complet, car le 16 mai, le commandant des opérations conjointes, le général Yahya Rassoul, fait lors d'une déclaration un bilan très détaillé des pertes de l'État islamique depuis le début de l'offensive au mois d'octobre. Alors selon lui, l'État islamique, qui ne contrôle plus que 10% de la ville, aurait perdu, tenez-vous bien, 16 467 hommes. L'armée irakienne aurait détruit 679 véhicules piégés, 47 drones, et aurait désamorcé plus de 6000 bombes et 217 ceintures explosifs. Alors, 16 467 tués, comment dire ? Ces chiffres sont tout simplement impossibles, car rappelez-vous, le nombre de défenseurs était estimé entre 5000 et 7000. Donc je vois pas comment on pourrait tuer 16 000 hommes dès lors. Donc tout simplement, ce sont des chiffres ahurissants qui sont les résultats de la propagande irakienne. C'est pour ça que chaque jour, vous avez des chiffres qui sont donnés par l'armée irakienne que je ne cite pas forcément, et lorsque je les cite, j'emploie toujours le conditionnel. Moi, ça me paraît toujours invraisemblable quand on me dit que à la mi-mai, il ne resterait plus que 500 défenseurs, et puis lorsque vous prenez ne serait-ce qu'un des quartiers, vous aurez déjà 200 qui sont mis hors de combat. C'est tout simplement impossible. Donc pourquoi cette propagande ? Eh bien pour les mêmes raisons que pour l'annonce présomptueuse de quartier pris. Bon, c'est toujours de la propagande. Alors cette pause de l'armée irakienne, elle va durer du 23 au 26 mai. Elle ne signifie pas non plus l'absence totale de combat, puisque des petites luttes sont enregistrées dans le quartier de Zinjali, dans celui de Shifa, où la 9e division blindée, la 16e division mécanisée et l'ERD continuent de pousser. En revanche, le 26, pas le moindre combat est à signaler. Durant cette journée, l'armée de l'air irakienne a balancé des dépliants pour demander aux civils de la vieille ville d'évacuer. Alors c'est là un changement de stratégie, car jusque-là, les tracts diffusés demandaient plutôt à la population de rester chez eux. Alors on expliquera tout à l'heure pourquoi cette volte-face. Alors le 27 mai, c'est le jour où l'assaut est lancé. Les 3 brigades du CTS attaquent Saha, la police fédérale et l'ERD entrent dans le quartier de Zinjali, les 9e divisions blindées, 15e et 16e divisions mécanisées entrent dans celui de Shifa, un quartier que l'on peut nommer médical, car y sont situés 2 hôpitaux, celui d'Imsena et celui d'Al-Jamouri.
Le 27 mai, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est celui qui marque le début du Ramadan. Donc déjà, l'objectif d'en finir avec la bataille de Mossoul avant ce Ramadan, bon bah c'est terminé. D'ailleurs, je répondrai tout à l'heure à la question qui m'a été posée et qui portait sur la guerre au moment du Ramadan. Alors durant l'assaut sur Chifa, un commandant de régiment et un autre d'une brigade de la 16e division mécanisée sont tués. Mais le troisième pont est atteint, l'hôtel de Mossoul est déclaré sécurisé et les Irakiens entrent dans les deux hôpitaux de Chifa. Le 28 mai est marqué par une embuscade de nuit des islamistes dans les hôpitaux de Chifa. Il semblerait que l'État islamique y avait préparé un piège qui a amené l'armée irakienne à évacuer l'un d'entre eux. Et d'ailleurs, 13 soldats irakiens ont été tués pendant ces combats. Et l'hôpital de Ibn Sina est incendié par les djihadistes. Dans les autres quartiers, la progression continue et le CTS prétend même contrôler à la fin de la journée 70% du quartier de Saha. Le RD et la police fédérale affirment détenir 60% de Zinjali. Pourtant, on a des rapports qui parlent plutôt d'une progression de 300 mètres. Alors ça sera une centaine de mètres supplémentaires le lendemain. En tout cas, parler d'une progression en mètres est quand même assez aberrant en soi. Mais bon, cela répond à un objectif qui consiste à fournir à l'opinion publique des récits positifs chaque jour. Le 29 mai, la 9e division blindée capture un Vébide dans le quartier de Chifa, dont vous voyez ici la photographie. Ce troisième jour de l'assaut confirme le deuxième, c'est-à-dire que les résultats restent assez mitigés. La résistance des djihadistes semble loin de fléchir avec les pertes, mais au contraire s'affermir au fur et à mesure que l'on s'approche de la vieille ville. Les djihadistes n'ont plus de territoire où reculer, donc ils combattent. Ils le font comme je l'avais expliqué dans le 16e épisode, c'est-à-dire par petits groupes, mobiles, qui tirent avant de se retirer sur un autre secteur grâce aux accès aménagés à travers les murs. Cela permet, avec peu d'hommes, de donner une impression de grand nombre. Car Stéphane Mantoux affirme qu'à ce moment-là, la plupart des combattants de Daesh se sont déjà retirés dans la vieille ville. Alors l'État islamique mène même parfois des contre-attaques, parfois spectaculaires, comme celle sur les hôpitaux du quartier de Chifa. C'est pourquoi le général du CTS, Haider Fadil, déclare à la fin de la journée que la résistance de l'État islamique reste élevée. Le 30 mai, à part dans Zinjali, eh bien, les progrès restent lents. Les djihadistes mènent même une contre-attaque à Bab al-Toub dans le sud de la vieille ville. Mais cette journée est plus marquée par un article du Wall Street Journal qui a écrit que la France a envoyé ses forces spéciales à Mossoul pour éliminer ses ressortissants qui ont rejoint l'État islamique. Alors ces ressortissants sont estimés à 1700 et le gouvernement français ne veut absolument pas les voir revenir en France pour provoquer des attentats. Et donc, il y aurait des forces spéciales qui auraient pour mission de les éliminer sur place. Et actuellement, vous avez déjà 30 cibles jugées à haut niveau qui ont déjà été éliminées. Le 31 mai, aucune avancée n'a été signalée. Reuters a rapporté que l'État islamique a fermé toutes les rues de la vieille ville, et ainsi que celles qui sont situées autour de la grande mosquée. Les insurgés ont également déménagé une partie de la population de Zinjali dans la vieille ville pour essayer de les empêcher de s'échapper. Et tout ça montre que Daesh se prépare déjà à un siège de ce qui sera leur dernier bastion. Le 1er juin, ce devait être la date à laquelle tous les quartiers situés au nord de la route principale, Zinjali, Chifa, Sa et Bab al-Sinjar, devaient être sous contrôle. Mais, vous pouvez vous en rendre compte avec la carte, c'est encore loin d'être le cas puisque aucun d'entre eux ne le sont vraiment. En fait, il faudra attendre le lendemain pour que le premier d'entre eux, celui de Saha, soit libéré par le CTS. D'ailleurs, le porte-parole de ce CTS, Sabah al-Noumam, déclare que 120 djihadistes auraient été tués dans l'opération. Bon, autant le dire tout de suite, hein, c'est un chiffre qui est largement surestimé. Le quartier de Zinjali, lui, n'est maîtrisé que à 40 à 60%, ça dépend de ce que dit la police fédérale, qui d'ailleurs prétend s'être enfoncée de 600 mètres dans le quartier depuis le début de l'attaque, et s'approcherait du quartier de Bab Sinjar. Un officier de la police fédérale estime d'ailleurs qu'il resterait à peu près 500 djihadistes dans la vieille ville. Le 3 juin, la journée est marquée par ces images.
Cette vidéo, prise par Kurdistan 24 TV, a fait polémique car elle montre clairement l'utilisation d'une bombe au phosphore blanc, c'est-à-dire une bombe incendiaire dont l'utilisation offensive est interdite dans tout espace à forte concentration civile. Oui, mais voilà, comme rien n'est simple, il se trouve que les bombes au phosphore blanc servent aussi à produire des marquages ou des écrans de fumée. Or, les responsables irakiens ont répliqué qu'il s'agissait ici de bombes à fumigène pour masquer la vue aux snipers de l'État islamique. En tout cas, cette polémique a eu des répercussions puisque désormais, l'armée a interdit toute image en direct de la bataille de Mossoul. Le 4 juin, la journée est marquée par l'activisme des djihadistes qui lancent partout des attaques. Des assauts dans les quartiers de la vieille ville. On a également 3 kamikazes qui ont attaqué des positions dans Shifa, tuant 12 soldats irakiens et en blessant 4 autres. 13 autres soldats sont tués dans une série d'attentats à la voiture piégée dans Zinjali. Le 5 juin, la police fédérale annonce qu'elle a débuté une offensive dans le sud de Mossoul. Elle prétend avoir tué 7 djihadistes durant cette première journée et qu'elle assiège le quartier de Bab al-Jadid. Mais le point central de la progression de l'armée irakienne les 5 prochains jours, c'est-à-dire du 5 au 10 juin, concerne le quartier de Zinjali, où la 9e division blindée, le RD et la police fédérale vont s'emparer peu à peu du quartier. Le 6 juin, la police fédérale déclare que c'est 75% du quartier qui est sous contrôle, et elle affirme même atteindre Bab al-Sinjar. Le 7 juin, on parle de 80 à 85%, et le 9 juin, c'est la première fois que le quartier est annoncé sous contrôle. Je dis bien une première fois, puisque dans la même journée, on annonce la destruction d'un poste important de l'État islamique dans le quartier Zinjali, ce qui veut dire qu'il y a contradiction. Mais le 10 juin, le chef de la police fédérale, Jaudat, déclare que ses forces avaient complètement capturé le quartier de Zinjali, tuant, je cite, des centaines de djihadistes. Dès lors, il ne reste plus à Daesh que 2 quartiers situés au nord de la vieille ville, Shifa et Bab al-Sinjar, et ce sont vers ces 2 quartiers que la progression principale de l'armée irakienne va se faire. Alors, nous sommes le 10 juin, et le 10 juin, ce n'est pas n'importe quelle date. C'est la date anniversaire des 3 ans de la prise de la ville par l'État islamique. Alors ça, je vous avais expliqué dans les premiers épisodes comment ça s'était passé, et on ne peut que s'étonner lorsque l'on compare les 2 prises de la ville. Là, ça fait quand même pratiquement 9 mois que l'armée irakienne est dessus. Eh bien, en 2014, sachez que l'État islamique s'est emparé de Mossoul en une journée. Alors d'une façon assez très simple, non seulement ils étaient inférieurs en nombre, 1 millier, 2 milliers, ça dépend des sources, face à une garnison constituée de 10 000 hommes. Mais ils avaient déjà infiltré la ville, notamment leur bastion c'était le 17 Tammuz, ce fameux quartier dont on a déjà parlé. Eh bien, avec ces militants qui avaient infiltré la ville, plus ceux qui venaient de la Syrie, eh bien, ils ont réussi à créer la panique dans l'armée irakienne, qui de toute façon était complètement annihilée par les affaires de corruption, et qui a pris la fuite. Ce qui a permis aux djihadistes de s'emparer de la ville en une seule journée. Le 11 juin, l'armée irakienne ne contrôle toujours que 50% du quartier de Shifa. En fait, la 36e brigade de la 9e division blindée a du mal à faire des progrès parce qu'elle rencontre une forte résistance près du complexe médical. Alors ces bâtiments sont un véritable goulet de défense pour les islamistes qui, comme lors des combats autour de l'hôpital Salam dans l'ouest de Mossoul et qui ont lieu courant décembre, eh bien, peuvent profiter de la hauteur des bâtiments pour accentuer cette défense. Le 12 et 13 juin, eh bien, c'est toujours les mêmes combats, que ce soit dans le quartier de Shifa, mais aussi celui de Bab al-Sinjar, où là, en revanche, il semble y avoir eu des progrès puisque l'armée irakienne a atteint l'entrée nord de la vieille ville. Mais 14 juin, coup de théâtre. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'État islamique tente des contre-attaques chocs, et bien c'est ce qui va se passer durant cette journée.
Une force d'une centaine de combattants islamistes se sont déplacés le long du Tigre depuis la vieille ville durant la nuit et à partir de 3 heures du matin ont attaqué par surprise les quartiers de Danadan et de Dawaza, obligeant la police fédérale qui contrôlait ces quartiers à se replier temporairement sur l'aéroport international. Pour jeter l'effroi dans l'armée irakienne, les djihadistes ont précédé leur attaque par une vague de 7 voitures piégées. 25 kamikazes ont également frappé la police fédérale depuis l'arrière. Ces kamikazes devaient sûrement faire partie de cellules dormantes ou ont tout simplement réussi à infiltrer l'arrière de l'armée irakienne grâce à des tunnels. En tout cas, ces kamikazes ont ouvert la voie aux autres qui ont réussi à étendre les combats jusque dans le quartier de Nabi. Certes, à la fin de la journée, l'ISF a repris à peu près le contrôle de tous ces quartiers, les djihadistes s'étant retirés après avoir incendié des bâtiments dont la fumée les protégeait de frappes aériennes. Il n'empêche que cette journée a montré que l'État islamique est encore en capacité de mener des attaques tactiques. Alors nous terminons notre récit sur la bataille dans la ville elle-même le 15 juin, date à laquelle enfin, le quartier de Bab al-Sinjar est déclaré officiellement libéré, tandis que la 9e division blindée continue de se battre dans le quartier de Shifa. Alors je vais consacrer quelques minutes à la population civile, parce que c'est vrai que je l'ai traité vraiment en filigrane dans les épisodes précédents. Alors, selon Iraqi News, au 5 juin, il y avait encore 200 000 civils dans les quartiers contrôlés par l'État islamique. Alors le nombre de morts parmi ceux-ci s'est fortement accru les semaines dernières. Par exemple, il y a eu en tout entre 70 et 150 tués rien que dans le quartier de Shifa et de Zinjali. Alors, cette augmentation du nombre de tués s'explique d'une part parce que les combats se portent désormais sur des quartiers beaucoup plus denses, et d'autre part parce que l'ISF utilise davantage les mortiers. Et il faut également ajouter que les djihadistes abattent tous ceux qui tentent de fuir. C'est ce qui s'est passé le 1er juin, où plusieurs centaines de civils ont tenté d'accéder aux lignes de l'armée irakienne lorsqu'ils furent touchés par des snipers de l'État islamique. Alors l'ISF a alors tenté de couvrir l'évasion des gens par des tirs de mortier, mais on s'est retrouvé avec des civils pris entre deux feux, plusieurs d'entre eux ont été tués, et ils ont été comme ça exposés, blessés, certains en train de mourir, pendant 2 jours dans la rue. C'est la raison pour laquelle Bagdad a changé d'avis sur cette question. Jusqu'à présent, il était demandé aux habitants de rester chez eux, car on ne voulait surtout pas gérer un flot trop important de population, avec un risque d'infiltration de djihadistes parmi elles. Des tracts allant dans ce sens d'ailleurs étaient encore largués le 16 mai, mais le 26 mai, les tracts demandent au contraire de tenter d'évacuer la vieille ville, car plus celle-ci sera vidée de sa population, moins de pertes il y aura. Il y a également les déplacés. L'Organisation internationale pour les migrations a enregistré 379 014 personnes déplacées au 14 juin, en grande partie situées dans les différents camps au nord de l'Irak, et une moyenne de 2000 à 3000 personnes supplémentaires par jour qui fuient la ville et qui continuent d'augmenter régulièrement. 11 000 personnes rien que pour la période du 11 au 18 mai. Le 10 juin, le nombre de déplacés franchit le cap des 400 000. L'augmentation est telle qu'un pont sur le Tigre a même été érigé à la mi-mai pour faciliter la fuite des habitants. Enfin, le gouvernement irakien a ouvert un camp au sud de Mossoul et qui se nomme Al-Samamiya, qui sera géré par les Nations Unies et qui a une capacité d'accueil de 11 000 personnes. Alors pour ce qui concerne la population qui reste coincée dans cette poche, eh bien c'est la malnutrition chronique. La chaîne Rudao a diffusé un témoignage d'un homme qui venait justement de cette poche et qui a avoué qu'il n'avait pas mangé depuis 15 jours et que d'autres personnes mangeaient des feuilles. En ce qui concerne la destruction de la ville, si dans Mossoul-Est, il y avait effectivement quelques quartiers qui avaient été particulièrement frappés, il semble que ça n'avait aucune commune mesure avec Mossoul-Ouest, qui est en grande partie détruite. Il suffit de regarder les différentes images, au point que le président de l'Irak, Fouad Massoum, a qualifié d'horribles les dégâts de Mossoul et s'interroge déjà sur le prix de sa reconstruction. Dernier point que j'ai envie d'évoquer avec vous, ce sont les pillages qui semblent se multiplier. En fait, on a une population qui est un peu aux abois et qui tente de grappiller tout ce qui est possible. Alors l'armée tente de faire face à ces pillages, mais elle ne peut pas faire grand-chose en fait. Dans la mentalité des gens,
tout ce qui a appartenu à l'État islamique et qui a été abandonné par elle, en fait, appartient à la population, et donc tout le monde serait libre de se servir. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les combats dans la ville de Mossoul, mais désormais, il faut porter notre regard vers une autre partie du front qui est située à l'est de la province du Ninive, dont j'ai repassé les frontières administratives ici en jaune. Alors à la mi-mai, les forces du Al-Shahabi sont en pleine progression vers la frontière syrienne. Nous l'avions vu dans l'épisode précédent, cette offensive avait commencé par la prise de Hatra, dans la portion sud du front, durant la fin avril, mais dans le nord de la Ninive, celle-ci n'a débuté que le 12 mai. Cette attaque a 3 objectifs. On a la ville de Kérawan, celle de Bahaj et la maîtrise de la frontière syrienne. Alors la dernière fois, on s'était quitté au 15 mai, date à laquelle, après une progression d'une vingtaine de kilomètres, les miliciens avaient enveloppé Kérouan sur 3 côtés. Alors qu'est-ce qui s'est passé les 30 jours suivants? Le 16 mai, les différentes brigades miliciennes continuent de progresser dans la région de Kérawan. Alors, il y a 3 villages qui sont libérés. La première brigade s'est emparée de la grande commune de Bachouk. La 13e brigade, celle de Tal al-Dala, qui est située au sud de Kérawan, ici. Et la 41e brigade, le village voisin de Tara al-Kara. Le 17 mai, la première brigade doit repousser une attaque de l'État islamique contre Bachouk. Elle prétend y avoir tué 4 djihadistes. Alors les miliciens utilisent la journée pour occuper solidement l'axe sud de Kérawan et ainsi achever son encerclement. Le 18 mai, l'organisation Badr capture la base aérienne de Sahel Sinjar. Vous avez ensuite quelques villages supplémentaires qui sont libérés, notamment Madina par la 14e brigade, et d'autres villages comme Kham Stalol. Du 19 au 22 mai, l'encerclement continue, et il est achevé par la prise de communes telles que par exemple Al-Qaïra, où vous avez des photographies qui ont été prises de Vébides qui ont été découverts dans la ville. Alors ce qui veut dire que le 23 mai, c'est la fameuse bataille d'Al-Qayrawan qui débute. Et bien cette bataille n'aura duré en tout pour tout qu'une seule journée, puisque à la fin de cette journée, eh bien l'armée irakienne annonce qu'elle contrôle non seulement la ville, mais aussi tous les villages qui l'entourent. Les miliciens déplorent la perte de seulement 13 tués et de 9 blessés, et prétendent avoir tué une quarantaine de djihadistes. موعدنا في البعاج وقطع تنظيم داعش على الحدود السورية إن شاء الله تعالى. زف البشرى إلى شعبنا العراقي، إلى شهدائنا، إلى ثكالى وأرامل الشعب العراقي، إلى كل الخيرين بأننا قمنا بتحرير La libération de Kérawan marque l'achèvement de la première étape de cette offensive, et elle coïncide avec la fin, dans Mossoul, de la prise des quartiers qui sont situés au nord de l'autoroute numéro 1. En tout cas, ces mouvements dans le Sinjar, qui est un district situé dans le nord de la province du Ninive, créent des tensions avec les Kurdes, qui occupent la région depuis 2015. Car il semblerait que pour manœuvrer, les miliciens n'ont pas hésité à circuler sur l'espace contrôlé par les Kurdes, alors notamment au moment des combats autour de Bachouk. Une première protestation nous vient du président kurde Barzani, selon qui il y avait pourtant un accord entre les deux parties, mais un accord qui n'aurait donc pas été respecté par les miliciens.
Commence alors un conflit entre les deux parties, alors un conflit qui ne dépasse pas le stade de la joute verbale, mais qui est alimenté chaque jour par des nouveaux faits, par des nouvelles déclarations. Par exemple, le porte-parole de la milice Assaïb al-Halak, qui s'appelle Jawad Talabawi, a répondu aux Kurdes que le Hajj, c'est-à-dire la milice, avait le droit d'entrer dans le Sinjar si elle voulait, et qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation des Kurdes, et que de toute façon elle ne quitterait absolument pas la région. À cela répond le chef de la milice des Yazidis, Haïdar Secho, que le Hajj était une menace pour la sécurité et la stabilité du Sinjar. Alors en parlant des Yazidis, il se trouve justement qu'ils sont un enjeu de cette partie de l'offensive. C'est-à-dire que c'est une région qui est fortement peuplée par cette minorité. Vous voyez tous leurs villages ici sur la carte représentés par des triangles jaunes. C'est une minorité qui a été fortement persécutée par l'État islamique et les Kurdes, au moment de l'occupation de la région, se sont fait fort d'être leurs protecteurs. Et donc, le but des Kurdes aurait été d'occuper toute cette région qui est peuplée par des Yazidis, mais ils n'y ont pas réussi. Alors les miliciens ont bien l'intention de remplacer ces Kurdes dans cette fonction. Vous avez donc une sorte de mix entre un affrontement à la fois géopolitique et en même temps territorial, où vous avez d'un côté des Kurdes donc, qui voudraient occuper cette partie de la région, et d'un autre côté des miliciens qui voudraient faire barrage à cet expansionnisme kurde. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont reprendre leur progression, les miliciens vont se concentrer avant tout sur cette région nord pour faire comme une sorte de barrage à la progression des Kurdes. Dès le 25 mai, les miliciens reprennent leur progression vers l'ouest, se portant ainsi vers leur second et troisième objectif, Bahaj et la frontière syrienne. Alors, la progression se fait depuis deux axes. Le premier, en direction de Bahaj, depuis un axe nord-est-sud-ouest. Le 25, les miliciens marchent sur les communes de Maliat, Arfi et de Wabi. Mais c'est surtout en direction du nord que l'on perçoit la progression la plus rapide. Le 25, les miliciens coupent la route stratégique Bahaj al-Adnaniya. Le 26, ils s'emparent de la base Sinjar, dont voici quelques photos de mauvaise qualité. Le 28, c'est Al-Qataniya. Et puis le lendemain, le 29, en moins d'une journée, les premiers éléments franchissent une trentaine de kilomètres et atteignent la frontière syrienne. Alors l'événement est très médiatisé, fêté en grande fanfare. Vous avez une photo qui est diffusée où l'on voit le commandant de la force de la révolution iranienne, le général Qassim Soleimani, posant avec des membres du Hajj sur la frontière. Alors c'est vraiment tout un symbole, parce que ça montre non seulement l'influence de l'Iran dans les différentes unités miliciennes chiites, le pays fournit argent, conseillers, formateurs, armes, comme par exemple les Jeep Buggy. Cela montre aussi l'intérêt que porte l'Iran sur cette région de transit située entre la Syrie et l'Iran. Et un autre événement montre la présence de ce pays dans le secteur, c'est la mort, durant les combats entre le 26 et 27 mai, de Shaban Nassiri. Qui n'est pas n'importe qui, c'est un général de la garde révolutionnaire iranienne, c'est un vétéran de la guerre entre l'Iran et l'Irak et qui a aidé à la formation de la brigade Badr. Alors son rôle était de conseiller le Hajj, mais s'il est mort au combat, ça veut dire qu'il ne se contentait pas de conseiller. Alors, ça sanctionne un double discours de l'Iran qui, d'un côté, va vous dire que non, on ne soutient pas les milices, mais qui, par les faits, montre très bien que l'Iran est fortement présent dans cette région. Les 30 et 31 mai, les miliciens marquent un peu le pas, parce que l'État islamique lance plusieurs contre-attaques dans la région de Bahaj, au point que les forces du Hajj ont déclaré qu'elles ne pouvaient plus manœuvrer dans le district de Bahaj. Et puis, il faut bien avouer que les récentes grandes avancées ont non seulement étiré leur ligne de ravitaillement, et ont amené au contrôle d'une grande quantité de territoire dans l'ouest de la Ninive, qu'il a fallu ratisser et nettoyer. Alors pour faciliter l'encerclement de Bahaj, un autre axe de poussée est alors lancé le 1er juin dans le sud, depuis la route Al-Kairouan-Al-Kara, et en une journée, les miliciens atteignent Al-Sakar, situé à une trentaine de kilomètres de leur ligne de départ. Entre le 2 et le 3 juin, l'encerclement autour de Bahaj est consolidé, toutes les grandes axes de communication sont coupés. Alors, les miliciens s'attendaient à une forte résistance dans Bahaj, car la ville était considérée depuis des mois comme un refuge des djihadistes qui avaient fui Mossoul.
Pour la prendre d'assaut, il y a 2 brigades au sud et une autre au nord qui avaient été mobilisées. Mais il semblerait qu'elle était plus un lieu de transit vers l'Euphrate pour les djihadistes, car la ville et toute sa région est prise en une journée, le 4 juin. Ce qui m'amène à vous parler du niveau de la résistance djihadiste durant cette opération qui a débuté le 12 mai et qui s'appelle, ça j'ai oublié de le dire depuis le début, qui s'appelle Mahomet, messager d'Allah. Ce sont des noms religieux qui sont donnés à des opérations, c'était déjà le cas dans le conflit entre l'Iran et l'Irak. Alors là, c'est un peu frustrant pour moi, car pour avoir une véritable étude là-dessus, il faudrait avoir accès au moins au rapport de l'armée. Un livre sera probablement écrit d'ici une dizaine d'années lorsqu'on aura accès à toutes ces sources et aux archives. C'est ce qui s'est passé avec ce grand conflit entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988. Qu'il faudra absolument que je vous raconte à un moment donné. Eh bien, le premier véritable ouvrage analyse écrit à son propos est celui de Pierre Razou et date seulement de 2013, donc c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard. Donc il faut toujours beaucoup de temps, parce qu'évidemment il faut avoir accès à ces sources et elles ne le sont pas automatiquement. Alors, n'ayant pas accès justement à ces sources, on ne peut que s'appuyer sur ce que nous avons, c'est-à-dire les déclarations et le rythme des progressions. Pour ce qui est des déclarations, il faut tout simplement les prendre avec des pincettes, vous en êtes déjà rendu compte depuis mes derniers épisodes. L'armée irakienne a tendance à toujours exagérer dans leurs récits, quelles que soient leurs composantes. Abaj, par exemple, le représentant du Al-Shahabi, a déclaré que d'énormes pertes de vie et de matériel ont été infligées à l'ennemi. Ah bon? Alors comment se fait-il que la ville a été prise en une journée? Pareil pour Al-Kairouan. Et pourtant qui sont des centres urbains relativement importants. Et le constat est le même pour toute la région. Globalement, la bataille de Mossoul a englouti le gros des forces de l'État islamique. Ceux qui ont fui Mossoul se concentrent actuellement dans la vallée de l'Euphrate. Il ne reste donc plus dans la Ninive que quelques groupes de combattants destinés à mener des combats retardateurs d'arrière-garde. Les 5 derniers jours de l'offensive sont destinés à consolider les conquêtes. Les territoires qui sont situés à l'ouest du district de Baj, des communes telles que Al-Jougaifi, Al-Kazna, Sofan, sont pris par les miliciens qui finissent par faire la jonction avec ceux situés sur la frontière. D'ailleurs, depuis que cette dernière avait été atteinte le 29 mai, les miliciens remontent en direction du sud vers le poste de contrôle de Tel Safouk et s'emparent de Jaïr Galfas le 31. Une semaine plus tard, le 8 juin, la 28e brigade Al-Alak atteint le passage frontalier de Tel Safouk, dont les unités de protection du peuple kurde syrien, nos fameux IPG, contrôlaient l'autre côté du passage. Alors selon le chef du Hajj, Cheikh Sami al-Massoudi, les miliciens ont procédé immédiatement au creusement d'un fossé le long de la frontière irako-syrienne pour sécuriser la zone. Alors se pose la question de savoir si les miliciens vont franchir cette frontière afin de prêter main forte aux troupes syriennes d'Assad. Officiellement, le Hajj al-Shaabi a déclaré qu'elle ne le ferait pas, ou seulement si elle a l'accord de Bagdad. Mais comme pour le Premier ministre Haider Abadi, il n'en est pas question, eh bien la question est officiellement close. Il n'empêche que quelques jours plus tard, Abu Mandis, qui est le commandant adjoint du Hajj, déclare que les djihadistes tirent sur ces hommes depuis l'autre côté de la frontière. Alors c'est tout à fait possible, mais il est probable qu'il ne s'agit là que d'un prétexte pour faire pression et pour pouvoir attaquer en Syrie. De toute façon, le Hajj ne contrôle pour l'instant qu'une toute petite portion de la frontière irako-syrienne, à peine 17 km sur les 600. Donc, avant de pénétrer en Syrie, elle a encore beaucoup à faire. Le 9 juin, c'est ce même Abu Muhandis qui annonce la fin des opérations dans l'ouest de la Ninive. Alors pourquoi s'arrêter là ? Parce que déjà, toute progression demande la reconstitution des réserves, des lignes de ravitaillement, le replacement des forces, le contrôle et la sécurisation du territoire. Et on peut dire que la milice a pour l'instant fort à faire avec tous les territoires qu'elle a récemment conquis. De plus, si les territoires conquis jusque-là sont arides et d'une faible densité de population, l'espace qui est situé plus au sud est pour le coup uniquement du pur désert. Je vous montre quelques images, vous voyez qu'il n'y a aucune commune. Et par conséquent, cela n'aurait aucun intérêt de continuer la progression.
Ce qu'on peut ajouter avant de terminer, c'est qu'un reporter du Guardian est allé à Baj après sa libération. Il a constaté que la ville était vide de personnes. Les miliciens en fait ont ordonné à tous les résidents de la ville et de la région d'évacuer parce qu'ils n'y seraient pas en sécurité. Alors cela a causé un énorme déplacement qui est confirmé par les Nations Unies, qui a enregistré environ 12 000 personnes de la région arrivant dans les camps au sud de Mossoul entre le 8 et le 10 juin. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de protéger la population le temps de nettoyer le territoire de tous ces pièges explosifs et de lui permettre ensuite de revenir dans ses habitations? La question se pose quand même fortement. Alors de là à penser que les miliciens en ont profité pour vider la région, en faire une zone de sécurité parfaitement bien placée entre l'Iran et la Syrie, il n'y a là qu'un pas. Alors je devrais normalement évoquer la reprise de la progression sur Tel Afar qui a débuté le 10 juin, mais écoutez là, vu que j'ai largement dépassé le temps que je m'impartis à chaque fois pour les épisodes, je vais la reporter au prochain épisode, dont je vais essayer de raccourcir la durée d'analyse. C'est-à-dire que ça ne porterait plus sur un mois, mais sur les 2 prochaines semaines, autrement dit entre le 15 et le 30 juin. Car il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment à Mossoul, mais bon, j'en dis pas plus. Alors pour terminer, je vais consacrer quelques minutes à répondre à vos questions. Alors on en a une première de Sadab Abed qui nous demande combien de djihadistes est-ce qu'il reste dans la dernière poche, dans la vieille ville. Quels sont leurs moyens, de qui et pourquoi. Une autre question qui est dans le même ordre, c'est celle de Sikassem Shibani. Avez-vous une estimation de l'armement de Daesh restant à Mossoul ? Alors, pour ce qui est de la question concernant les effectifs djihadistes dans la vieille ville, on ne peut se baser que sur les déclarations. Alors vous avez un membre de la police fédérale qui estimait le 2 juin qu'il restait à peu près 500 djihadistes dans la vieille ville. On peut aussi se baser sur le nombre de djihadistes estimés à une centaine qui ont participé à l'attaque surprise dans les quartiers situés au sud de la vieille ville. Donc en gros, ils sont à peu près quelques centaines. Voilà, on ne peut pas être plus précis. Pour ce qui est de l'armement, par contre, alors là, on peut être bien plus précis. On le peut car on peut s'appuyer sur 2 sources. D'abord, les vidéos de propagande de l'État islamique publiées ce dernier mois et la liste du matériel capturé par la 9e division blindée dans le quartier de Shifa et qui a été photographié par des Américains de la 82e Airborne. Alors, la grande quantité de véhicules à 4 roues, Vébide, blindés improvisés, les Technicolor, qui ont été capturés par la 9e division blindée dans ce quartier, dont je vous présenterai la vidéo à la fin de l'épisode, semblent suggérer que les djihadistes ont abandonné leurs véhicules avant de se retirer dans la vieille ville, où l'étroitesse des ruelles n'est pas favorable à leur utilisation. Alors, petite parenthèse, voilà le type de véhicule improvisé qu'a découvert la 16e division mécanisée dans l'usine de Badouche. Alors, on est bien loin de Mossoul, on est dans la partie nord. Il s'agit d'un camion-char, en gros un poids lourd, équipé d'une tourelle d'un char T-55 à l'intérieur du container pour qu'elle soit dissimulée. Voilà. Alors, pour le reste, il s'agit essentiellement d'armes légères. Alors des armes individuelles, des mitrailleuses comme les Gauss 16-21 de 12,7 mm, parfois montées sur un affût artisanal. Il faut également citer les mortiers, mais alors attention, là Stéphane Mantoux nous dit que leurs tirs sont de moins en moins précis car les pertes dans les rangs de l'État islamique sont remplacées par des hommes moins qualifiés. On a également les canons sans recul, les lanceurs d'engins explosifs multiples comme les RPG-7 et les fameux lance-roquettes artisanaux dont j'ai parlé dans le dernier épisode et dont une vingtaine a été saisie rien que dans le quartier de Shifa. On peut également citer les drones, mais selon les déclarations de l'armée irakienne, ceux-ci sont désormais moins efficaces. Alors grâce aux différentes parades mises en place par les Irakiens et aussi parce que leur nombre à disposition est en forte diminution. Ils ne peuvent plus s'en procurer, les djihadistes. Alors question munitions, les djihadistes n'ont pas de souci à se faire. Ils sont passés maîtres dans l'art de produire leurs propres armes et munitions, obus, roquettes, etc. Et en plus, ils ont eu tout le temps, 2 ans,
pour accumuler, stocker dans des dépôts cachés ces armes et munitions qu'ils positionnent souvent à proximité des zones de combat pour ne jamais en manquer. Bref, ça peut paraître peu, mais c'est largement suffisant pour mener une guérilla urbaine. Alors, je reviens là sur ta remarque, Sabda Abed, où tu dis que tu ne comprends pas que ça soit si long. Eh bien, il faut prendre en compte deux facteurs. Le premier, c'est que la bataille se joue dans un terrain qui est très favorable aux défenseurs. On est dans un milieu urbain, mais alors vraiment très dense. Et en plus, deuxième facteur à prendre en compte, c'est que l'armée irakienne se bat dans un terrain où on a encore 100 000 habitants qui y vivent. Ils ne peuvent pas donc utiliser leur armement lourd pour dégager les djihadistes. Donc toute avance est extrêmement minutieuse, et encore, on voit certaines vidéos où c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, elle est extrêmement malaisée. Alors, on a une autre question de William qui me demande si je vais commenter la bataille de Raqqa. Une question que je vais associer à une autre, celle de Drago Hollander. À quand une nouvelle vidéo sur la Syrie? Puisqu'au final, c'est la même. Alors oui, je vais commenter la bataille de Raqqa, mais en fait, je l'ai déjà un peu fait, puisque dans la précédente vidéo sur la guerre en Syrie, j'avais présenté la première phase de cette offensive de Raqqa. Alors depuis, vu que Mossoul me prend pas mal de temps, j'ai pris quand même pas mal de retard sur cette partie du front que je vais tenter de rattraper, surtout que les choses ont beaucoup évolué depuis 6 mois. Vous voyez ici, il y a une carte de l'État islamique au mois de décembre 2016, et vous pourrez voir la différence avec la carte de juin 2017. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur tous les secteurs. En fait, on assiste à une accélération du conflit. L'équilibre des forces qui s'était établi depuis la bataille de Kobané en 2015 a clairement tourné en faveur de ceux qui luttaient contre Daesh, qui voient son territoire constamment se contracter. Alors c'est le cas notamment dans le nord de l'Irak où l'État islamique a complètement perdu la province du Ninive avec cette bataille de Mossoul et cette avancée de la milice chiite jusqu'à la frontière syrienne. Il ne leur reste plus que la poche de Tel Afar et celle de Hawiza. Mais ce qui leur reste essentiellement en Irak, c'est cette province d'Anbar qui est constituée essentiellement de désert. En Syrie aussi, les choses ont vraiment pas mal évolué depuis 6 mois. Évidemment, au nord, avec la prise de toute la région située autour de Raqqa, Raqqa qui est actuellement assiégée, et dans lesquelles on a des troupes arabes et kurdes qui sont en train d'entrer. Au nord-est, donc on a la Turquie qui s'est emparée de toute cette région située jusqu'à Al-Bab, avec cette opération bouclier de l'Euphrate. L'armée syrienne libre est également entrée en action et s'est emparée de toute cette vallée située à l'ouest du lac Assad, une opération qui a commencé il y a 2 ou 3 semaines et qui a fini par rejoindre les Kurdes et les Arabes qui combattaient dans le cadre des forces syriennes démocratiques. Plus au sud, alors justement par rapport à une question de William qui se demandait mais pourquoi est-ce que l'armée syrienne libre ne progresse pas dans le désert pour chasser l'État islamique? Si, en fait, depuis quelques semaines, on a une forte progression de celle-ci à travers le désert syrien. Alors ça a commencé cette progression à partir de la ville de Palmyre, mais depuis elle s'est quand même fortement accélérée. Une partie des troupes syriennes ont même atteint ici la frontière avec l'Irak et a fini d'encercler complètement cette force constituée de rebelles syriens et donc qui désormais se concentre dans le sud et dans le nord. Alors sachant que dans le sud, ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo qui parlera de la composition des rebelles syriens. Dans le sud, on a plutôt des forces syriennes démocratiques dans le sens que nous on entend, alors que au nord, autour de Idlib, ce sont plutôt des islamistes. Bon, ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et donc, la progression là que l'on est en train de voir a pour objectif des résors, et puis ici de récupérer tout le nord-est du désert syrien. En réalité, si vous regardez bien, il ne reste plus qu'à l'État islamique cet axe central qui va en gros de Raqqa jusqu'à Al-Qaim en Irak, et qui se concentre en fait sur l'Euphrate. Et d'ailleurs, l'État islamique s'est choisi une nouvelle capitale qui est située au sud de Deir ez-Zor, c'est Mayadine.
Voilà, alors j'en profite également pour vous annoncer que, et là je m'adresse surtout pour les fans de l'Antiquité, je sais que je vous ai quand même pas mal délaissé ces 6 derniers mois, alors c'est vrai que c'était pas prévu, hein, Mossoul m'a vraiment embarqué dans une nouvelle aventure, et j'ai un peu délaissé l'Antiquité, mais vous inquiétez pas, à partir du mois de juillet avec Shadow, on va reprendre les aventures de Séleucos, et on va s'attaquer aussi à des nouvelles périodes d'Antiquité du Moyen-Âge. Alors quelques idées nous sont venues comme ça à l'esprit, par exemple Hannibal, la bataille d'Hastings, enfin bref. Il n'y a encore rien de prévu, ça dépendra aussi également du temps, mais sachez qu'en tout cas, ça sera le grand retour de l'Antiquité et du Moyen-Âge à partir du mois de juillet. Alors c'est sur ces images de Vébide que nous allons nous quitter, des Vébides qui sont stockés et exposés. On pourrait pratiquement croire qu'il s'agit d'un musée des horreurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, longue vie et prospérité.